Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Aujourd'hui, coaché par la réflexion. La qualité de nos conversations est mauvaise, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai en entreprise, où la pression du temps, les résultats, les conflits rendent les bonnes conversations difficiles. Sociétalement, pas besoin de vous faire beaucoup de dessins, mais vax, anti-vax, par exemple, qualité de conversation nulle. Dans tous les grands débats de société, c'est pareil. Il y a les fronts qui s'affrontent, c'est le cas de le dire, mais une qualité de conversation qui n'est vraiment pas bonne. Du coup, Nancy Kline a écrit un bouquin qui s'appelle More Time to Think. C'est pas le premier. Kline, K-L-I-N-E. Et elle nous enjoint, elle nous encourage à travailler sur la qualité de nos conversations. Pour simplement avoir une meilleure qualité de réflexion. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, je vais vous lire une traduction DeepL améliorée, je dirais, des 10 composantes d'un environnement propice à la réflexion. Donc, ce sont 10 éléments à respecter pour avoir une bonne qualité de conversation. Et puis, ensuite, on verra un peu plus dans le détail comment faire, et les questions à poser, etc., etc. Vous êtes prêts ? Alors, les 10. Si vous accordez une attention de qualité générative, née d'un intérêt profond pour ce que la personne pense et dira ensuite, elle pensera mieux avec vous que si vous l'interrompez ou l'écoutez uniquement pour lui répondre. Si vous considérez la personne qui pense comme votre égal, indépendamment de toute différence de pouvoir entre vous, elle pensera mieux avec vous que si vous vous considérez comme meilleur ou moins bon qu'elle. Si vous êtes à l'aise à l'intérieur de vous-même, quel que soit le degré d'urgence et de précipitation, le plus souvent fabriqué, à l'extérieur de vous, les gens penseront mieux et plus vite avec vous que si vous êtes vous-même pressé. Si vous appréciez sincèrement les gens 5 fois plus que vous ne les critiquez, ils penseront plus clairement et de manière plus imaginative avec vous que si vous vous concentrez sur leurs défauts. Si vous encouragez les gens, donnez-leur le courage d'aller au bout de leurs pensées en défendant leur excellence, ils penseront mieux avec vous que si vous êtes en compétition avec eux. Si vous offrez aux gens des informations précises et complètes, et si vous leur montrez du respect en leur permettant de faire face à ce qu'ils ont nié, ils penseront mieux avec vous que si vous êtes de connivence avec leurs suppositions ou leurs hypothèses, que ce qui est vrai n'est pas vrai ou que ce qui n'est pas vrai l'est. Si vous accueillez l'expression des sentiments des gens et que vous êtes détendu face à leurs larmes, leur colère ou leur peur, ils penseront mieux avec vous que si vous tentez de les anesthésier d'une manière ou d'une autre. Si vous vous intéressez à la diversité entre vous et les autres, aux différences tant dans vos idées que dans les identités de groupe et des cultures, ils penseront mieux avec vous que si vous indiquez même subtilement qu'il vaut mieux être comme vous. Si vous pouvez poser aux gens une question incisive, une question qui remplace une hypothèse limitative fausse par une hypothèse vraie et libératrice, ils penseront mieux avec vous que si vous les abandonnez à des hypothèses limitatives. Et si vous pouvez préparer l'endroit où vous et eux réfléchissez ensemble de manière à ce que l'endroit leur dise « vous êtes important », ils réfléchiront mieux avec vous que si vous laissez l'endroit être intimidant, inaccessible ou culturellement et esthétiquement stérile. Voilà les 10. Donc, une attention, une égalité, être à l'aise, une appréciation, de l'encouragement,
l'information, expression de sentiments, diversité, questions incisives et préparation de l'endroit. Vous voyez que ces 10 composantes, en fait, sont une espèce de manuel de coaching, finalement. C'est pour ça que j'ai appelé l'épisode « Coaché par la réflexion ». Mais vous voyez que son livre n'a pas le titre de coaching, c'est juste plus de temps pour penser. Eh bien, c'est parce que le coaching, en fait, est une manière pour quelqu'un d'aider quelqu'un d'autre à penser. Alors évidemment, il y a d'autres techniques que celles de Nancy Klein, mais c'en est une, et je compte bien d'ailleurs l'utiliser dans mes sessions de coaching pour aider les gens à réfléchir à la problématique qui les amène vers moi. Alors, on va pas traiter les 10 de manière égale, puisque certaines, voilà, c'est pas que je suis moins à l'aise avec certaines de ces composants, mais je préfère faire un focus sur 4 ou 5 d'entre eux pour pouvoir en parler un petit peu plus. Le premier, l'attention, pour moi c'est quelque chose qui a été absolument révélateur. Écouter sans interruption. S'intéresser à ce que la personne va dire ensuite. Ça veut dire, c'est vraiment la focalisation, le focus est sur l'autre personne. Donc on est tout entier à cette personne-là. Je ne pense pas à mes courses, je ne pense pas à moi, je ne pense pas à ce que je vais répondre, je ne pense pas à ce que moi j'en pense. Je pense à ce que elle, la personne en face de moi, en pense. Écouter sans interruption, s'intéresser à ce que la personne va dire ensuite. Et je pense que la raison pour laquelle cette première composante est en premier, c'est parce que, à mon avis, c'est la plus importante. Et de très très loin. Rien qu'avec ça, vous allez faire des bons de qualité de pensée, de réflexion à la personne qui est en face de vous. La qualité de votre attention à vous détermine la qualité de la réflexion de la personne en face de vous. Intéressant, non? Deuxième focus, deuxième composante, l'égalité. Se considérer les uns les autres comme des pairs pensants, P-A-I-R-S, comme des gens égaux, équivalents, qui peuvent penser de manière équivalente. Et donc, ça veut dire donner des tours de parole et une attention égaux ou égales. Ça veut dire respecter les frontières entre les différentes personnes. C'est très important dans un groupe, c'est évidemment vrai à deux, mais cette idée d'égalité et de se consacrer autant à chacun est une idée qui est très importante, en particulier pour faire émerger l'intelligence collective. Troisième composante, être à l'aise. Ce qu'on peut offrir, en fait, quand on va offrir ce temps de réflexion aux gens avec qui on a envie de le faire, on offre l'absence de précipitation ou d'urgence interne. On offre cet espace de calme dans lequel quelqu'un va pouvoir penser tranquillement. Je le fais en formation. Quand on étudie l'écoute en communication ou en leadership, et ça donne des résultats qui sont vraiment très intéressants. Et c'est très très court, hein, ce sont des petits exercices de 5 minutes, certaines fois 10. Eh bien, on obtient avec cette technique quelque chose de très très fort. Quatrième composante, l'information. Parenthèse sur le déni. Le déni est un facteur limitatif dans la réflexion, puisque ça m'empêche de voir certaines zones du territoire, on pourrait dire. Vous allez voir que ça va aussi arriver lors d'interactions avec les gens qui vous raconteront quelque chose. Et le déni, finalement, il y a 3 manières de le voir. La première manière, c'est de dire bon, ça n'est jamais arrivé. Ça, c'est le déni pur. D'accord ? Donc on ne reconnaît pas l'existence de l'objet, de l'événement ou de la personne. Et en poussant un petit peu, on va arriver à dire non mais ok, c'est arrivé, mais finalement, c'est pas si grave que ça. Et en poussant encore un petit peu, on va arriver à bon, c'est arrivé, mais finalement, c'est pas si mal. Il y a des côtés positifs à cette chose-là. Alors selon ce qui est nié, eh bien, ça va être difficile de rester en synchronie, ça se dit pas, en harmonie avec la personne. Et donc, il est de notre rôle d'aide penseur de mettre le point, le pointer du doigt, le déni en question. Comment faire ? 4 questions. La première, à quoi ne faites-vous pas face et qui pourtant est juste devant vous ?
Question difficile, ça, hein. Donc ça veut dire qu'on peut pas juste la poser au magasin ou à quelqu'un comme ça. C'est vraiment, il faut être dans cette perspective de conversation profonde. À quoi ne faites-vous pas face et qui pourtant est juste devant vous? Deuxième question. Quelle hypothèse vous permet de l'ignorer? Qu'est-ce qui vous permet de l'ignorer? On voit apparaître le mot hypothèse qui va être important. Si vous deviez y faire face, quel résultat positif pourrait en découler? C'est pour essayer de... Vous voyez, souvent le déni, c'est parce qu'il y a trop à perdre. Donc là, c'est essayer de rééquilibrer, avec cette question, la balance des comptes. Et puis la dernière question, si vous saviez que vous pouvez gérer les conséquences, quelles mesures prendriez-vous pour vous libérer de ce déni? Et donc on essaie de passer dans la suite, hein, de traverser le Rubicon et de prendre le courage d'affronter ce déni. Voilà. Dernier composant sur lequel je voulais revenir, la question incisive. Qu'est-ce que cette question incisive? On en verra certains exemples. Une question incisive, c'est une question qui permet d'éliminer les hypothèses limitatives fausses. Alors, vous m'avez peut-être entendu parler de croyances irrationnelles. Eh bien, cette hypothèse limitative fausse, c'est ce qu'on appelle une croyance irrationnelle, typiquement en thérapie cognitivo-comportementale, ou en coaching cognitivo-comportemental d'ailleurs. Ah, donc, ce qui bloque la pensée, et donc l'action, c'est justement cette croyance irrationnelle ou cette hypothèse limitative fausse. Alors, comment est-ce qu'on ferait? On va prendre un exemple. On imagine que j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Je suis hyper nerveuse, le recrutement ça va pas du tout, parce que quand je recrute, je suis nerveuse parce que je sais que je ne peux pas proposer de home office. Donc ça me bloque, du coup je suis pas bonne en recrutement, du coup les gens veulent pas venir parce qu'ils ont une mauvaise impression d'entreprise, donc il faut m'aider à réfléchir là-dessus. » Alors, du coup, quelles questions est-ce qu'on va poser? Ces questions incisives finalement, que sont-elles? Alors, première question, que supposez-vous qui vous empêche le plus d'aller de l'avant? On imagine notre collègue RH qui dit « Quand je recrute, je suis nerveuse parce que je sais que je peux pas proposer de home office. » Qu'est-ce que tu supposes qui t'empêche d'aller plus de l'avant? Par exemple, la supposition, c'est il n'y a que ça qui peut attirer les gens dans mon entreprise. Bon. Deuxième question, pensez-vous que cette supposition soit vraie? Bon, c'est un critère, mais est-ce que c'est le seul? Bon, mais qu'est-ce qui est vrai et libérateur à la place? Troisième question. Peut-être de dire que oui, on n'a pas de home office, mais on a d'autres choses qu'on peut proposer à nos collaborateurs et à nos collaboratrices. Donc, si vous saviez qu'il y a autre chose que le home office pour attirer les gens, comment iriez-vous de l'avant? Ça, c'est la quatrième question. Si vous saviez, hypothèse libératrice, comment iriez-vous de l'avant? Donc, vous voyez qu'avec ces 4 questions, que supposez-vous qui vous empêche le plus d'aller de l'avant? Pensez-vous que cette supposition soit vraie? Qu'est-ce qui est vrai et libérateur à la place? Si vous saviez, comment iriez-vous de l'avant? Eh bien, ça permet, ces questions incisives permettent d'identifier l'hypothèse limitative fausse et de passer par-dessus. Alors, comment est-ce que ça se passe? Une espèce de déroulement, si on veut bien. Alors, première chose, la question qui fait tout démarrer, la première question, c'est « À quoi aimeriez-vous réfléchir ?» Alors, par exemple, collègue RH qui vient me voir « Ah, j'ai un problème de recrutement. » Je lui poserai la question « Ok. On a fait les salutations, on a bu le café, on a fait tout ce qu'il faut. À quoi aimeriez-vous réfléchir ?» Et puis, la personne va parler, et elle va continuer de parler, et je ne l'interromps pas. Je lui donne mon attention, je lui donne mon encouragement quand elle a terminé, par un signe de tête ou par quelque chose, mais j'essaye vraiment de me concentrer sur la personne. Ce n'est pas ce que je pense ou ce que je fais qui est important, c'est ce que la personne pense ou fait qui est important. Ensuite, peut-être qu'à un moment donné, la personne va s'arrêter de parler. Et dans ce cas-là, je peux lui dire, ou lui poser, la question qui fait continuer. Et cette question c'est, et que pensez-vous, ou ressentez-vous, ou voulez-vous dire de plus? Et que pensez-vous, ou ressentez-vous, ou voulez-vous dire de plus?
Et hop, on est reparti pour un tour, et la personne va continuer à s'exprimer, à parler, à réfléchir. Vous voyez que, quelque part, l'argumentation, qui est l'exact contraire, en fait, en tout cas pour une partie, c'est faire l'hypothèse que l'autre personne, finalement, n'est pas capable de penser par elle-même. Puisqu'on veut qu'elle arrive à la même conclusion que nous, on doit donc lui indiquer comment penser. Et ce que propose Nancy Klein, c'est l'exact opposé. Donc, à quoi aimeriez-vous réfléchir? Et puis, et que pensez-vous, ou ressentez-vous, ou voulez-vous lire de plus? Si vous en ressentez le besoin, dites à la personne, je te promets de ne pas t'interrompre. Pour renforcer le fait que c'est vraiment sa conversation à elle. Alors, du coup, une fois qu'on a identifié cette hypothèse limitative fausse, une fois qu'on a commencé la discussion, la personne va certainement vouloir poser un objectif, faire quelque chose de la session, de la conversation, de la session de coaching. Et donc là, il y a 6 types d'objectifs avec chaque fois une autre question qui permet de débloquer. Les 6 types d'objectifs sont se sentir, comprendre, agir, se libérer, s'informer, pratiquer. Alors, Nancy Klein en a 8, moi j'en ai regroupé en 6 parce que je trouve ça plus simple. Alors, dans les 6 types d'objectifs, quelqu'un peut venir vous dire, écoute, au boulot, à la pause, écoute, ça va pas bien. Attention, c'est un objectif. L'objectif c'est, j'aimerais me sentir mieux. Donc c'est un objectif de type se sentir. Donc on va poser la question, à quoi aimerais-tu réfléchir? La personne va commencer à parler, et à un moment donné, on va vouloir identifier ce qui bloque. Et donc on va lui poser la question, quelle hypothèse fais-tu qui t'empêche de te sentir, 3 petits points, mieux, bien, etc. Quelle hypothèse fais-tu qui t'empêche de? Premier type d'objectif. Deuxième type d'objectif, un objectif comprendre. Quelqu'un vient vers vous et vous dire, mais je comprends vraiment pas pourquoi. Attention, c'est un objectif de type comprendre. La personne aimerait comprendre ce qui se passe. Donc là, pareil, à quoi aimez-vous réfléchir? On pose la question qui fait tout démarrer, on pose la question qui fait continuer, et puis, à un moment donné, on va poser la question, quelle hypothèse fais-tu qui t'empêche de comprendre pourquoi tu? Vous voyez qu'on revient toujours à cette idée d'hypothèse, de croyance finalement, limitante, qui empêche la réflexion ou qui empêche d'avancer. Troisième type d'objectif, l'objectif d'action évidemment, et donc là, la question qui va avec, c'est quelle hypothèse faites-vous qui vous empêche d'agir? Quatrième type d'objectif, se libérer d'une hypothèse limitante. Et là, la question, c'est, étant donné que l'hypothèse que vous faites vous empêche d'atteindre votre objectif, que devriez-vous supposer à la place de manière crédible pour atteindre votre objectif? Ce qu'on appelle le remplacement d'une croyance irrationnelle en coaching cognitif ou comportemental, et qui permet de se libérer d'une hypothèse limitatrice. 2 autres types d'objectifs, s'informer et pratiquer. S'informer simplement, c'est peut-être pendant la conversation, chercher sur le téléphone une information et puis discuter de cette information avec la personne. Et puis un dernier type d'objectif, qui est l'objectif pratiqué, c'est peut-être quelqu'un qui aura envie que vous réfléchissiez un moment avec vous, mais qui aimerait peut-être pratiquer un geste ou quelque chose. Donc, vous voyez que finalement, ce qu'on essaie de faire, c'est d'identifier avec ce processus une hypothèse limitative, qui du coup est fausse, ce qu'on appelle une croyance irrationnelle, et puis de travailler cette croyance irrationnelle, cette hypothèse limitative fausse. Alors comment travailler? Alors typiquement, en cherchant de l'information. Par exemple, reprenons la croyance à laquelle on arrive avec ma collègue RH, le home office est essentiel pour pouvoir recruter en 2022. Eh bien, comment est-ce qu'on peut travailler cette hypothèse limitative fausse? Eh bien, en allant s'informer, en cherchant des statistiques par exemple. Ce que disent les employés. Ça, ce serait le travail au niveau de l'information. Il y a le travail au niveau de la logique. C'est un peu ce que j'ai fait avant, mais est-ce que c'est la seule? Si c'est pas la seule, c'est donc qu'il y en a une autre. Donc on essaye de travailler cette hypothèse limitative du point de vue de la logique. Nancy Klein donne une troisième manière de travailler qui est le choix philosophique positif. Alors, je suis pas sûr d'avoir exactement compris ce qu'elle veut dire avec ça, mais finalement, c'est poser une espèce de croyance de base, d'hypothèse libératrice, c'est que une solution sera trouvée.
c'est qu'on est suffisamment créatif, suffisamment bon, suffisamment intelligent pour trouver une solution. C'est le choix philosophique positif. Et en fait, il lui manque une quatrième manière de travailler cette hypothèse limitative fausse, c'est ce qu'on appelle la preuve pragmatique, c'est de poser la question aux gens, mais finalement, est-ce que ça t'aide de penser comme ça ? Le home office est essentiel pour pouvoir recruter en 2022. Bon, même si c'était vrai, est-ce que ça t'aide ? Non, donc il faut en changer. Voilà. Alors, quelques trucs et astuces avant de terminer. Alors, évidemment, il faut informer la personne à l'avance que vous allez converser de cette manière-là, parce que sinon elle va vous trouver bizarre, puisque vous ne dites rien. Encore une fois, vous n'interrompez pas, vous ne dites rien. Donc, informer à l'avance, donner un petit nom à ce type de conversation, on peut l'appeler partenaire de réflexion, ou réfléchir ensemble, ou que sais-je. Pas de prise de notes. Alors c'est plus peut-être pour les coachs ou les collègues RH, ou les cadres, qui ont des collaborateurs qui vont venir chez vous, pas de prise de notes, ni pour vous, ni pour l'autre personne. Ça interrompt le flux de la pensée. La prise de note peut se faire à la fin, une fois que vous avez trouvé la croyance, l'hypothèse limitante fausse, mais pas pendant la conversation. Nancy Klein indique aussi qu'il faut utiliser le mot hypothèse plutôt que le mot croyance, parce que l'hypothèse permet d'être changée, alors que la croyance, ça paraît d'être quand même très très dur, quoi. Hein. Je suis assez d'accord avec ça. Qu'est-ce qui se passe si on fait tout ça ? Eh bien, les quelques expériences que j'ai menées en formation montrent que les gens parlent de « j'ai pensé comme j'ai jamais pensé ». J'ai eu une très très bonne idée en parlant moi tout seul finalement. Il y a des gens aussi qui vous disent « je me suis senti libre ». Rendez-vous compte. Donnez aux gens de la liberté en les écoutant avec attention. Incroyable, hein ? Et quand une personne vient vers vous, alors là, de nouveau, pareil, que les cadres, les gens à qui on demande souvent de l'aide, les collègues vers qui on va se confier, les RH, les patrons. Quand une personne vient vers vous, la conversation lui appartient. Donc suivez son chemin, pas le vôtre. C'est sa conversation à elle. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Taisez-vous. La qualité de vos conversations en dépend. À la semaine prochaine. Ciao.